Charles, on est maintenant presque 3 mois après ta dernière course aux Jeux olympiques de Rio. Après tout ce temps-là, maintenant, tu as eu le temps de réfléchir, tu as eu le temps d'analyser tout ça. Comment tu analyses ton expérience olympique 2 mois, presque 3 mois après ta course? C'est sûr que c'est une étape qu'il faut faire, là, revenir sur ce qui s'est passé aux Jeux, parce que veux pas, les Jeux, c'est un peu la... c'est là-dessus qu'on travaille, c'est le plus haut niveau qu'on peut atteindre. Fait que si c'est pas les Jeux, ça va être les championnats du monde l'an prochain. Donc c'est sûr qu'on est revenu par rapport à la performance aux Jeux en rétroaction pour voir qu'est-ce qui est arrivé. Puis je suis arrivé là, je pensais que j'étais à 100% de ma forme, puis que mes chances de faire la finale étaient très bonnes. Puis finalement, autant ça a représenté une demi-seconde que j'ai manqué pour aller en finale. Puis c'est sûr que quand ça arrive, puis moi je vais pas le cacher, c'était un choc. L'expérience olympique, oui, c'était une expérience incroyable, mais au niveau de la course, d'être autant émotionnellement attaché à un résultat, ça m'était jamais arrivé avant dans ma vie. Puis évidemment, j'ai tourné la page, puis j'ai eu d'autres courses en fin de saison pour un peu mettre un pansement, puis ça a bien été. Mais je vais pas cacher que j'ai été déçu avec ma performance, puis c'est quand même dur de retourner voir, puis dire ok, qu'est-ce que j'ai fait de mal, puis de le revoir, puis c'est sûr qu'à posteriori de voir ce qu'on a fait, que j'ai peut-être pas fait de mieux, comme mon positionnement, la stratégie, puis tout ça, c'est comme bon, j'aurais dû faire telle affaire, mais la réalité c'est que quand on est dans le feu d'action, ça se gère pas aussi facilement que ça. Donc c'est ça, on fait un bilan, puis on se dit va définitivement falloir travailler sur quelques trucs, puis on utilise ça pour regarder de l'avant, puis avancer, puis donner des objectifs au lieu de rester un peu sur notre appétit, puis rester un peu déçu de la performance. On va en reparler tout à l'heure, des choses peut-être sur lesquelles tu penses pouvoir travailler, mais avant, je veux qu'on revienne sur l'année, c'est-à-dire, pour toi, est-ce que tu as remarqué qu'il y avait une grande différence entre l'expérience des championnats du monde et l'expérience des Jeux olympiques? Puis si oui, c'est quoi pour toi la plus grosse différence? Il n'y a pas de différence entre les deux. Je pense que ce qui caractérise les courses aux championnats du monde puis aux Jeux, c'est le fait qu'on mette 12 gars dans la même vague, sans lièvre, puis qui se battent pour un top 5. Puis ça fait que c'est des courses qui sont extrêmement dures à gérer, parce que tu peux pas te promener dans un peloton si facilement quand tu sais que, pas quand tu sais, quand les 12 autres gars sont de ton niveau. C'est pas une affaire mentale, c'est juste que moi, si j'essaie de remonter dans le peloton, ben, le gars qui est en avant de moi, qui a le même niveau que moi, il va tasser le coude, il va faire attends un peu, c'est pas vrai que ça va passer. À même titre que moi, je vais faire la même chose si quelqu'un en arrière qui essaie de passer. Fait on se fait vraiment pas de cadeau dans ces situations-là. Personne ne se laisse passer, puis ça prend une stratégie quand même assez élaborée pour être capable de passer à travers ça là, en un morceau. Puis moi, j'estime franchement que mon expérience là-dedans est quasi nulle. Là. Je l'ai eu au championnat du monde. Cette année, je l'ai eu au jeu, mais avant ça, moi, j'ai jamais eu une occasion où j'étais dans une course où je me retrouvais avec 12 autres gars qui voulaient tous être dans la même position. Ce que ça fait, c'est que tout le monde veut pas nécessairement être en avant, mais proche de l'avant. On est obligé d'aller large des fois pour ça, mais il y a du monde qui vont s'assurer que si tu veux passer à l'avant, ben, vont te faire sortir dans le troisième corridor. Fait que personne ne se fait de cadeau, donc juste essayer de faire des moves à travers le peloton, c'est difficile. Puis, avant, quand j'ai couru dans le réseau SIC, même les championnats canadiens, c'est jamais arrivé que j'ai eu des courses avec ce type de profondeur-là. Puis je pense que ça a apparu un peu dans mes courses aux Jeux, puis aussi aux Mondiaux l'année passée. Puis c'est pour ça que cette expérience-là que j'ai eue aux Jeux, elle a autant de valeur, c'est parce que c'est quasiment les seules occasions que j'ai de participer à des courses aussi stratégiques avec une telle profondeur. Puis c'est ça qui rend un peu la gestion de course si difficile rendue à ce niveau-là. Puis c'est pour ça que la différence n'est pas entre les mondiaux et les jeux, mais plus entre les jeux et les mondiaux et tout le reste. OK.
des fois, l'analyste à la télévision, il dit des choses, puis ça a l'air facile à dire, mais c'est pas facile à faire, on le sait. Par exemple, tu étais dans la 3e vague, puis tu savais exactement c'était quoi le chrono. Mais un chrono à faire, mais un chrono, ça se commande pas comme ça. Mais il y a un coureur en fin de semaine qui m'a demandé une question, il dit « Comment ça se fait que tout le monde pense que dans le peloton, qu'ils vont être capables de sprinter puis de se qualifier au sprint? Tout le monde a la même, si tu veux, la même vision des choses. Alors qu'en réalité, on sait très bien qu'il y en a qui ont une certaine valeur chronométrique puis d'autres qui ont une valeur chronométrique, si tu veux, plus élevée. Mais pourtant, tout le monde pense qu'ils peuvent le faire. » Ben, c'est parce que notre entraînement est fait comme ça. Moi, comme j'ai dit, mon entraînement avant d'aller au jeu, c'était comme rien que j'avais fait dans ma vie. Puis, j'ai couru 3,34 à 2 reprises. Avant les jeux, si j'avais eu à Paris sur un temps que je pouvais faire, mais c'est le record canadien, j'étais en forme de même. Donc, c'est sûr que tu arrives là, puis tu te dis, moi, je fais juste confiance en qu'est-ce que j'ai pratiqué. Puis, il y a non seulement ça, mais il y a aussi le fait que le nombre de surge ou de coups qu'on peut donner pendant une course, c'est limité. Tu peux pas faire le yo-yo dans un pack puis espérer arriver au dernier 100 mètres puis avoir encore des jambes. Puis on l'a vu avec Kiprop qui, dans la finale, était de loin le favori, mais c'est arrivé à 2 reprises qu'il a donné un coup énorme pour aller à l'avant puis le pack le remanger après puis il était obligé de le faire 2 fois. Dans le dernier 100 mètres, il n'y avait plus de jambes. Fait qu'il faut que tu calcules c'est quoi les moves que tu veux faire puis t'en as pas plus que un, puis c'est ça la réalité. Puis, ben moi, ce que je me suis rendu compte, c'est que d'être en milieu de peloton ou à la fin du peloton, c'est quelque chose que je préconise quand je cours dans des Diamond League puis tout ça. Puis, quand je fais bien dans ces courses-là, c'est que je suis capable de garder un bon momentum puis de remonter à travers le peloton puis de faire mon chemin vers l'avant. Puis, mes courses qui ont été toujours habitées, c'est un peu comme ça que je les gérais. Fait que je me suis dit, on va garder le même plan pour la course stratégique, on va voir ce que ça donne. Mais la réalité, c'est que quand la course est stratégique puis que ça tourne en un 400 mètres à bloc, d'être dans le 2e corridor, ça fait une différence. Puis de devoir courir à l'extérieur puis d'essayer de faire son chemin autour du monde, ça fait une différence. Moi, ça c'est des stats, là, mais moi, ma demi-finale, Centro a couru 52 au dernier tour pour arriver là, comme le premier de la vague. Mais moi, j'ai couru 53 secondes. Sauf que je l'ai couru au complet dans le 2e corridor, ce qui veut dire que j'ai couru 407 mètres, ce qui veut dire que quand tu fais 7 mètres secondes, si j'avais couru 400 mètres, j'aurais couru 52. Puis c'est quand tu regardes ça a posteriori, tu te dis ça aurait donc été facile que je reste dans le premier corridor. Évidemment, ça se passe pas comme ça, mais c'est vraiment des choses que tu te dis, puis c'est sûr qu'aux yeux du commentateur qui dit « Mais là, pourquoi Charles est à l'extérieur et il va courir plus de distance que les autres? » Puis quand je suis sur la piste, je le sais, puis j'en suis conscient, mais des fois, c'est que la nature de la course fait que même si j'essayais d'aller ailleurs, je serais pas capable. Puis si je donnais de l'énergie pour essayer de mieux me repositionner, j'arriverais dans le dernier 100 mètres plus de jambes parce que mon move, je l'ai fait trop tôt. Fait que c'est dur à calculer, c'est juste ça. On parlait tantôt des choses à faire dans le futur. Quand tu reviens puis tu analyses tout ça, quelles sont selon toi pour les 3 prochaines années, on va prendre ça disons à moyen terme, là, pour les 3 prochaines années, quelles seraient pour toi et ton entraîneur les choses les plus importantes à améliorer pour justement être un compétiteur potentiel là, plus important pour être en finale, puis même peut-être te classer parmi les 7-8 meilleurs en finale? Cette année, on n'a pas pu faire ce plan-là, puis c'est le plan qu'on aurait voulu suivre parce que j'ai été blessé au dos, puis j'ai pas pu faire de vitesse sur la piste avant le mois de mai. Donc, dans une planification annuelle, c'est très tard pour faire de la vitesse. Mais la réalité est que les gars comme McLoufie, Kiprop, Suleiman, ils sont capables de courir 1,44 au 800, puis ils font du mois de mai au mois d'août. Puis moi, mon top potentiel 800, donc mon top potentiel de vitesse dans l'année, il a juste été développé quasiment à la dernière minute parce que je courais après cette forme-là parce que ma blessure au dos m'a pas permis de le développer avant. Mais là, ce qu'on veut faire, c'est qu'on sait que mon endurance est très bonne, puis évidemment, on va travailler encore beaucoup d'endurance, mais ce qu'on veut, c'est que pour être capable de rivaliser avec ces gars-là, autant dans les Diamond League que dans les grands championnats,
Il faut que je sois capable d'avoir une habileté de faire une 44, une 45 au 800. Puis ça, c'est pas quelque chose que je suis capable d'aller chercher en l'espace de 2 semaines d'entraînement. Il va falloir qu'on le travaille plus tôt dans l'année, puis que la portion vitesse de l'entraînement, on le peaufine à l'année longue, peut-être plus que juste dans une phase dans l'été, dans une phase critique, puis là, ça s'est passé comme ça à cause de la blessure. Mais c'est définitivement de quoi qu'on va travailler, là. Puis c'est sûr qu'on voit que j'ai une certaine habilité pour potentiellement faire du 5000 mètres, mais égal, tu sais, à qualité égale que je pourrais être bon au 5000 mètres, on pense que mon potentiel au 800 n'a pas été cherché. On n'est pas allé chercher au maximum, puis je pense qu'on a beaucoup à aller chercher au 800. Puis ça témoigne juste du fait, selon moi, que ma vraie distance c'est 1500. Puis on va tester ça, d'aller plus dans la vitesse un peu plus tôt dans la saison pour être capable d'avoir le même type de vitesse que ces gars-là. De toute façon, les demi-finales puis les finales du 1500 mètres maintenant en compétition internationale, comme les Jeux et les championnats du monde, c'est des 800 mètres déguisés. C'est ça. Effectivement, c'est ça. Parce que c'est toujours le dernier 600 qui est extrêmement rapide. On peut faire un dernier 600 en 18, une 19, puis il faut être prêt à le faire. Puis moi, c'est sûr que mon endurance est tellement bonne que mon meilleur 400 que je peux faire dans les blocs, c'est 50. Mais si une course est lente, je peux quand même faire un 51 ou un 52. Sauf que là, s'il faut travailler, c'est comme cette petite gear-là de plus qui ferait que dans les blocs, je pourrais peut-être faire un 48-49. Mais d'avoir ce 48-49-là sur un 400 mètres, allié à mon endurance, qui est vraiment déjà bonne, bien, ça va faire que je vais être prêt à cette situation-là, de terminer ce dernier 800-là de manière rapide. Est-ce que dans les prochaines années, est-ce que tu comptes changer des choses aussi dans ton régime de vie, entre guillemets, c'est-à-dire, parce que là, tu as vécu l'hiver à Vancouver, tu es entraîné à Québec, un petit peu, tu es allé en Arizona. Est-ce qu'il y a des choses là-dedans que tu penses qui peuvent être mieux organisées, mieux planifiées pour te permettre de réaliser tes objectifs? Je pense que tant qu'on n'est pas lié là, pour des raisons là, familiales à un seul endroit, puis je pense que je suis pas rendu à avoir des enfants, là, quand tu es un coureur de demi-fond, juste quelqu'un qui a du succès en athlétisme à l'international, il faut que tu sois prêt à vivre dans une valise, puis c'est quand même la réalité. Puis, comme je dis, dans les prochaines années, je me vois encore voyager un peu à gauche et à droite à la recherche des meilleures conditions, puis pour l'entraînement, puis tout ça, c'est certain. Le régime des vies par rapport à la nutrition ou le côté social, de rester un peu plus à ses affaires, puis faire attention à ce qu'on mange, ça c'est toujours quelque chose qu'on peut améliorer, puis c'est peut-être quelque chose que j'ai sous-estimé dans les dernières années. Puis quand on arrive à un certain niveau, retrancher les PB à coup de 4 secondes, ça se fait plus, il faut être enclin à aller vers ces avenues-là pour s'améliorer. Donc c'est sûr que c'est un processus qui est continuel, puis c'est pas terminé de rechercher ces éléments-là qui font que l'entraînement va mieux aller. Aussi, je pense que dans ton environnement, il faut que tu ailles encore beaucoup de soins, de thérapie, de choses comme ça. Est-ce que dans tes conditions actuelles, tu penses que tu as tout ce qu'il te faut pour justement les soins, la prévention, le suivi dont tu as besoin pour justement pas te blesser, pour pouvoir faire le programme d'entraînement dans sa plénitude, si tu veux, au complet de A à Z? Moi, je pense être entouré des meilleurs thérapeutes, là, que ce soit à Vancouver ou à Québec, qui sont comme mes 2 endroits que j'ai choisis pour du moins faire de l'entraînement sur plus long terme. Puis quand on va en camp avec Athlétique Canada, c'est sûr que leurs thérapeutes, eux, sont très bons, puis on peut les voir de manière un peu sans limite, un peu, là, quand on est dans le cadre d'un camp. Mais ceux par qui je suis vu à Québec et à Vancouver, c'est des gens qui sont extraordinaires, puis ils apportent définitivement une aide incroyable au fait que je puisse récupérer ou faire de la prévention ou de la guérison de blessures. C'est sûr que l'aspect qui est difficile, c'est l'aspect monétaire, parce que y en a qui sont assez gentils pour pas me charger. Je sais qu'à Québec, j'ai beaucoup de support provenant de Excellence Sportive Québec-Lévis, puis aussi la clinique du coureur, ils me commanditent. Fait que ça, je suis très bien suivi, mais la réalité, c'est que bien souvent, je suis pas à Québec. À Vancouver, je paye le gros prix. Si je vais aux États-Unis, je paye le gros prix aussi.
Puis c'est là des fois que c'est un peu plus difficile. Tu sais, je voudrais être capable de faire un camp quelque part, mais là c'est comme, ben là j'ai une petite blessure ici. Est-ce que je suis en mesure d'aller dans ce camp-là puis de dire à 100% que j'aurais pas besoin d'un thérapeute? Puis si j'en ai besoin d'un, il y a des coûts qui viennent avec. Fait que c'est un peu là-dedans que je pense que c'est plus dur à gérer. C'est plus le monétaire, mais je pense que les connexions que j'ai présentement, ils font tout à fait leur job, puis je leur en remercie d'ailleurs. Tu tombes en plein dans la question suivante à laquelle je pensais, c'est qu'aujourd'hui, tu es étiqueté, entre guillemets, coureur professionnel, athlète professionnel. Mais on sait très bien que en athlétisme, il y en a qui gagnent plus que d'autres, il y en a qui ne gagnent pas beaucoup. Il y a même des compagnies de chaussures qui commanditent les athlètes. Est-ce que, sans nous dévoiler nécessairement tous les détails, mais est-ce que tu peux faire une vie, entre guillemets, financièrement qui va être convenable, puis justement, il y a des nécessités d'athlètes de haut niveau, là, financièrement. Ouais. Est-ce que tu penses que dans les 4 prochaines années, tous tes besoins à ce niveau-là vont pouvoir être comblés, même si tu es un coureur professionnel dans un sport qui est à 90% ou 95% amateur? Oui. Ben moi, je pense que oui, puis je pense que même j'irais jusqu'à dire que parmi les sports purement olympiques ou amateurs, l'athlétisme, on est dans ceux qui font mieux. Parce que c'est sûr que quand on fait partie du bassin olympique des sports, tout d'abord, quand on atteint le niveau le plus haut, il y a des organisations comme V210 ou juste des organisations gouvernementales qui vont s'assurer que tu as le minimum. Mais quand on est dans les meilleurs au monde, les compagnies de chaussures sont prêtes à donner beaucoup d'argent en athlétisme. Puis c'est un peu là-dedans qu'il faut aller chercher, puis c'est là-dessus qu'il faut miser quand on atteint un certain niveau. La réalité qui est un peu plate, par exemple, c'est que le marché canadien n'est pas super fort, puis le montant que tu peux faire au Canada avec une commandite, mais il faut se dire que c'est minimum le double qu'ils font aux États-Unis. Puis moi, je sais que il y a bien des gars aux États-Unis qui font juste de leur commandite de chaussures beaucoup plus que moi, puis c'est des gars qui n'auront jamais la chance de se qualifier pour des jeux ou des championnats majeurs, puis qui n'ont pas le niveau, comparé à des gars comme Centro ou Robbie Andrews, puis tout ça. Mais ils font quand même plus d'argent parce que le marché américain est beaucoup plus gros. Fait que c'est sûr que c'est dur en tant que Canadien d'avoir un vrai contrat de soulier qui se compare à ceux qui sont aux États-Unis. Mais moi, je trouve que parmi le bassin des sports olympiques, ces compagnies-là sont prêtes à donner pas mal plus que dans 20 autres sports. Si on parle de canoë, kayak, taekwondo, judo, puis tout ça. Eux autres, c'est en dehors du sport gouvernemental, c'est zéro. Donc, oui, c'est pas comme, on vit pas comme des rockstars, mais on fait bien parmi les sports olympiques, je pense. Je vais revenir sur Rio, parce qu'il y a une question, je trouve, qui est importante sur le plan émotif. Quand tu regardes la finale aux Jeux olympiques de Rio, c'est quoi ton sentiment à ce moment-là? Est-ce que tu te sens privé de quelque chose qui te reviendrait? Ou bien non, si tu te sens... C'est quoi le feeling quand tu regardes la finale? Ben, la finale, en fait, moi, je l'ai vue live, puis j'en ai juste profité. Puis, j'étais là avec ma blonde, des amis, puis d'autres athlètes. Puis, on a juste profité du fait que c'était une finale complètement farfelue, puis on en a ri, tu sais. J'ai fait la croix assez vite sur le fait que j'aurais dû être là, puis je voulais pas être un peu de mauvaise attitude vis-à-vis des autres. Ce qui m'a shaké plus, c'était de regarder par après ma demi-finale, ma propre demi-finale, puisque c'est là que tu vois que ben là, j'aurais pu faire telle affaire, puis c'est là un peu que le fantôme il revient te hanter. Puis c'est ça qui est dur aussi des Jeux olympiques, c'est que c'est vraiment la seule course où tu es émotionnellement investi comme ça. Puis je suis quelqu'un d'assez rationnel habituellement, puis j'ai fait d'autres courses importantes de ma vie, mais si ça allait mal, c'est tel que tel, c'est on to the next one, on pense à l'autre, puis on se réaligne tout de suite. Mais les jeux, vu que c'est comme l'apogée en athlétisme, c'est quand une fois que tu as traversé la ligne, puis tu sais que ton parcours est terminé, il y a un vide qui se crée, puis ce vide-là, il a été là quand même une couple de jours, là, puis c'est dur à décrire parce que j'ai jamais ressenti ça auparavant. Sur le plan chronométrique, entre guillemets, qu'est-ce qu'il faut que tu fasses pour grappiller ou gruger encore des secondes sur ton meilleur temps aux 1500 mètres?
C'est bien drôle, mais je pense que c'est d'avoir de la chance, d'être capable d'être dans la bonne course, au bon endroit, dans le bon temps de la saison. Ça m'est arrivé en 2015 quand j'ai couru le Trot 34 à Monaco, puis moi je me voyais au mieux courir cette saison-là Trot 35. Fait qu'on voit que des fois on peut se surprendre. Je pense que cette année j'étais dans une forme d'à peu près Trot 31, Trot 32 à l'heure des Jeux, mais les Jeux c'est pas l'endroit où ça va vite. Fait que ça va être de trouver dans les prochaines années le moment dans l'été où je vais avoir le top de ma forme pour me rapprocher du standard canadien de 3 minutes 31, puis d'avoir le bon timing pour le courir. Est-ce qu'on va voir de toi dans les 12 prochains mois? À quoi on doit s'attendre de voir de toi dans les 12 prochains mois? Puis aussi la même question peut-être, mais pour les 3 prochaines années. Pour l'année 2016, fin d'année 2016-2017, je pense qu'on a déjà des objectifs de fixer, entre autres d'aller au championnat canadien de cross. Je m'en voudrais de ne pas faire au moins un meet en cross dans la saison. Piste indoor, si je peux me faire inviter au Melrose Games que j'ai manqué l'année dernière, ça serait vraiment quelque chose que je veux absolument faire, le mile le plus prestigieux indoor au monde pratiquement, fait que ça va être un rendez-vous. Au niveau de la saison extérieure, on parle d'un camp à Flagstaff en altitude, ça va faire dans la 3e année que j'y vais. Puis après ça, ça va être de courir dans quelques Diamond League, aller chercher le standard des mondiaux, qui est, je pense, encore autour de 3 minutes 36. Puis on prévoit faire un stage en altitude juste avant les mondiaux à Saint-Moritz. Puis après ça, pour redescendre, aller à Londres. Puis j'ai bien hâte aux Jeux de Londres parce que je pense que les Anglais sont très fans du sport. Puis on va avoir le droit à une belle tribune. Sinon, pour les années suivantes, les Jeux du Commonwealth, à mes yeux, c'est un must aussi. En plus, en Australie, je vais avoir la chance d'aller en Australie, ça m'intéresse vraiment. Puis, 2019-2020, encore champion du monde des Jeux olympiques. C'est sûr qu'idéalement, j'aimerais rester sur 1500 mètres. Mais c'est sûr que dans ces 3 années-là, on va peut-être me voir essayer d'autres choses, essayer d'abaisser mon temps sur 800 mètres, aussi sur 5000 mètres, puis peut-être même les 10 000 mètres en 2019, parce que les championnats du monde vont être en octobre, ce qui est extrêmement tard, donc peut-être qu'en 2019, on va me voir courir un peu sur les routes au printemps, on ne sait jamais, il va falloir regarder ça, puis focus 2020 sur 1500 mètres à Tokyo, ça serait parfait. Merci beaucoup, Charles, puis on va te suivre tout le temps, pas juste au jeu. Merci, ça fait plaisir.